forcément condamnable, pas du tout, puisque tout évolue. Alors ces réactions de défense, les principales, nous les connaissons, c'est la passivité. Je me fais oublier. Je viens dans un groupe de personnes, et plutôt que de prendre la parole, je vais plutôt me tenir en retrait. Je ne voudrais pas que l'on me remarque et que l'on me pose une question. Pourquoi? Parce que j'ai peur que la manière dont je répondrai à la question ne me porte préjudice. Parce que j'aurais peur de ne pas correspondre à une certaine image que je voudrais donner de moi-même. Alors je vais me réfugier dans le silence. À l'inverse, hormis la passivité, je peux basculer dans l'autre versant et donner dans l'agressivité. Je me dis qu'en impressionnant mon interlocuteur, que dès lors je peux confondre avec un adversaire, je vais le décourager. Alors, ça peut passer par des postures. Je peux redresser le torse, avoir le regard volontaire, le regard autoritaire, et ainsi agir dans l'espoir d'impressionner mon interlocuteur. Il y a aussi le fait que je suis regardé, et comme disait Sartre, tout individu court en permanence le risque d'être regardé. Il est probable que Sartre faisait intervenir sa propre problématique dans sa définition, c'est très probable. Mais c'est vrai, le fait d'être regardé est souvent associé à un risque. Il est tous arrivé de regarder quelqu'un et que cette personne nous dise « Qu'est-ce que tu as vu ma photo ?» Oui, il y a une agression par le regard. Alors on peut se protéger des regards, tout comme il y a un rituel du regard. Je me souviens que lorsque j'étais à l'école, il y a longtemps, je m'étais fait disputer par un professeur. Et comme il est en train de me penser assez vertement, je le regardais. Il n'y avait aucune rébellion dans le regard, je vous le jure. Il m'avait dit, tu vas baisser les yeux, espèce d'insolent. J'ai donc baissé les yeux, mais à regret. Parce que je ne voyais pas en quoi je portais atteinte à son intégrité. Alors j'ai quand même baissé les yeux parce que c'était un rituel et je m'y suis plié. Alors après, j'en ai eu honte, mais bon, ce moment était passé. Alors il nous faut parfois effectivement analyser peut-être ce que nous pourrions faire ou ne pas faire pour répondre peut-être à notre désir de nous affirmer. L'affirmation de soi passe aussi par une bonne connaissance de nos, de nos désirs. Attila en a parlé, nous avons des désirs, nous souhaitons les contenter, nous souhaitons y répondre, mais aussi il nous faut nous défier de notre propre manipulation. La manipulation est sûrement le moyen pour certains d'entre nous d'arriver à nos fins. Alors on va y aller par la gentillesse, on va être douceâtre. Si je voulais obtenir quelque chose de mon ami Attila, il n'en serait pas victime. Je pourrais lui dire, tu sais que tu as toujours été un ami pour moi, alors je ne suis pas gêné de te demander si tu pouvais me rendre ce service. Je fais précéder ma demande par une forme de fausse gentillesse, voire de flatterie. C'est un début de manipulation. Tout comme je peux me manipuler moi-même, tout comme je peux me donner raison dans mon approche. Alors, si je formulais véritablement ma demande auprès d'Attila, on peut faire l'expérience d'ailleurs, j'aurais besoin que tu me prêtes un petit peu d'argent, Attila, et je vraiment très peu d'argent, j'aurais besoin en fait de 2000 €. Je suis certain que tu seras heureux de me rendre ce service. Absolument. Ça, c'est pas mal. J'ai pas encore travaillé mon assertivité, parce que j'avais envie de te dire non, je les ai pas. Mais je n'ose pas te dire non, parce que j'ai encore des efforts à faire pour être plus assertif. Alors, je ne pas su confirmer. Oui, là, c'est sur une deuxième fois. Je posais la question tout à l'heure. Là, je suis bien persuadé qu'Abdella plaisante, parce que je le connais désormais suffisamment pour savoir que son assertivité est heureusement bien développée. Et qu'il me demanderait avant, explique-moi pourquoi tu as besoin de ces 2000 €, et je vais t'expliquer comment tu peux t'en passer. Donc là, en fait, pour en revenir à l'affirmation de soi, dans notre quotidien, nous avons des tas de raisons de la travailler. On ne naît pas avec une affirmation de soi déjà développée, on ne peut que la travailler. Et on la travaille sans doute pour certains d'entre nous tout au long de notre vie. Et n'hésitons pas à y consacrer du temps. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a toute une dimension psychologique. Il nous faut oser être affirmé. Si Abdella m'avait demandé aussi de lui prêter de l'argent, j'aurais certainement pas répondu non. Certainement pas.
Pourquoi? Parce que j'ai envie de lui plaire, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie qu'il continue d'avoir une bonne opinion de moi. Et au travers de cela, si Abdallah était manipulateur, alors sans doute pourrait-il me manipuler. Parce que j'ai envie qu'il me conserve son estime. Et certains d'entre les gens que nous croisons pourraient être tentés d'utiliser ce genre de méthode avec nous. En tout cas, avec des gens comme moi, ils pourraient arriver sans doute à leur fin. Parce que nous avons besoin de l'estime d'autrui. Et peut-être aussi parce que nous n'avons pas assez d'estime en nous-mêmes. Et c'est vrai que l'affirmation de soi, cela commence par l'estime de nous-mêmes. Tu avais dit aussi quelque chose de très intéressant Oui, tu avais fait référence à l'histoire. Il y a un individu qui a utilisé la manipulation à un point, on va dire, critique, c'était Machiavel. Machiavel a spéculé sur la nature humaine, Machiavel a utilisé les ressorts de la psychologie humaine, et Machiavel a su manipuler les gens. Il estimait que tout était dans l'apparence, et que dans la mesure où on en mettait plein la vue à un individu, on pouvait dès lors le manipuler. Alors que Machiavel, si on l'analyse un petit peu au travers de ce qu'il a été dans l'histoire, n'était pas quelqu'un de bien puissant, mais ses ouvrages ont été tout à fait intéressants. Et dans sa définition qu'il a pu faire du prince, il a décrit tout ce qu'un prince se devait de paraître pour pouvoir exercer son pouvoir. Et je voulais également revenir sur un point. Oui, je voulais revenir sur les réactions de défense et la manière peut-être de les analyser et comment développer notre affirmation personnelle. Lorsque nous avons un entretien, lorsque nous avons une communication avec quelqu'un ou avec un groupe qui ne nous a pas vraiment satisfait, essayons de nous demander si c'était à refaire, comment nous pourrions remonter le temps et refaire le scénario d'une manière qui soit satisfaisante. Et dès lors, qu'est-ce qu'il nous faudrait changer pour mieux nous plaire, pour correspondre plus à l'idée que nous faisons de l'assertivité. Comme l'a dit Abdallah, l'assertivité, ça vient du tout asserte, mais on dit aussi en français une assertion, une affirmation. Demandons-nous ce qu'il nous faudrait modifier pour correspondre à cette image. Je ne vais pas être trop long dans ce petit développement, je vais te repasser la parole, Abdallah. Oui, alors, je pense que ce que vient de dire Pierre permet d'aller sur les dimensions concrètes, justement, de l'assertivité. Donc, on va s'autoriser à utiliser ce terme assertivité comme synonyme de l'affirmation de soi, pour qu'on se comprenne bien. Et je voudrais aussi peut-être creuser un peu plus avec vous, si vous le voulez bien, quelques aspects justement liés à la manière dont les processus psychologiques amènent ou n'amènent pas de l'assertivité. 3 points peut-être qui nous permettent de comprendre comment certains individus arrivent à s'affirmer plus facilement que d'autres. 3 points entre autres. Un premier aspect qui est donc l'aspect psychosociologique, un deuxième aspect psychobiologique et un troisième aspect historico-subjectif. Alors je vais les reprendre successivement si vous voulez bien. Et peut-être qu'on va se croiser sur un certain nombre de thèmes que tu as abordés. Alors, je disais tout à l'heure, avant de laisser la parole à Pierre, qu'il est intéressant pour nous d'établir des ponts entre l'affirmation de soi et la confiance en soi. Parce que je pense qu'il y a forcément des liens. La confiance en soi n'est pas réductible à l'affirmation de soi et inversement. Mais il y a forcément des liens entre nous. Alors, je vais avoir confiance en moi si j'ai eu la chance, et là je commence par l'aspect psychosociologique, si j'ai eu la chance d'appartenir
à ce qu'on appelle, les sociologues appellent ça les groupes d'appartenance. À quel groupe j'appartiens dans une société donnée? Alors, on va pas s'inventer l'histoire. Les sociétés, jusqu'à nouvel ordre, sont hiérarchisées, voire très hiérarchisées, selon un certain nombre de critères qui peuvent être économiques, culturels, symboliques, etc., etc. Donc la dimension psychosociologique, c'est quel est le groupe d'appartenance auquel je suis rattaché, du point de vue de ma naissance, je suis né où, dans quel groupe social, dans quel territoire, et à partir de là, je vais intégrer soit quelque chose qui est de l'ordre de l'auto-valorisation, parce qu'on m'explique depuis tout petit que j'ai la chance de naître dans un milieu ou dans une strate sociale qui a des ressources. Alors quand je parle de ressources, pas forcément que des ressources matérielles, mais des ressources symboliques, culturelles, etc. Tu es le fils d'un grand universitaire, tu es le fils d'un banquier, tu es le fils d'un grand avocat, etc. Et on me rappelle ça, évidemment, tous les matins. Et donc je finis par intérioriser ce sentiment selon lequel, eh bien, j'ai la chance d'appartenir à un groupe social qui se distingue par le savoir, par la richesse, par ceci, par cela. Je renvoie ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de lire un sociologue comme Pierre Bourdieu, son ouvrage sur la distinction, qui est un ouvrage tout à fait majeur pour comprendre cette question. Donc cette distinction va soit... alors si je suis distingué positivement, ben, tout va bien. Ma confiance en moi, elle est établie. Mon ego a été bien structuré, il a été renforcé. Et donc je suis probablement prêt à faire face à un certain nombre de situations auxquelles ne ferait pas forcément face quelqu'un qui, depuis qu'il a commencé à comprendre le monde dans lequel il vit, il entend tous les jours qu'il n'a pas eu de chance et ses parents passent leur temps à se plaindre, à se lamenter, à être dans le ressentiment, dans la haine, dans ceci, dans cela. Et donc, on n'a pas besoin d'être un grand psychologue pour comprendre qu'un jeune garçon, une jeune fille qui a été nourri dans cette espèce de contexte d'auto-dévalorisation, dans l'auto-dévalorisation, eh bien, l'estime de soi va en prendre un coup, la confiance en soi aussi, et alors donc, pour passer à l'affirmation de soi, en étant justement héritier de l'une ou de l'autre dynamique, alors si je prends la deuxième dynamique, la dynamique c'est justement du ressentiment, du sentiment d'infériorité, etc., je pense que l'affirmation de soi possède quelques problèmes pour une personne qui a eu ce parcours individuel. Il y a une deuxième dimension qui nous intéresse, la dimension psychobiologique. Alors, les psychologues nous expliquent déjà un premier point qui a l'air évident, mais qui n'est pas si évident que cela, c'est la façon dont nous vivons notre corps. Et d'abord, notre corps au sens sexuel du terme. Est-ce que je suis petit garçon qui assume complètement son appartenance au genre masculin? Ou est-ce que je suis petite fille qui assume complètement son appartenance au genre féminin? On sait très bien que la réponse n'est pas si évidente que cela. Et donc, selon un certain nombre d'événements, de faits qui peuvent se produire dans la vie d'un individu, eh bien, on peut avoir effectivement les psychologues parlent de troubles. Alors après, on peut discuter, est-ce que c'est des troubles, est-ce que c'est autre chose? Troubles d'appartenance par rapport au genre. Donc évidemment, si je ne suis pas bien assis dans mon appartenance sexuelle, la confiance en moi ne sera pas au rendez-vous, donc ma façon de m'affirmer subira aussi un peu les conséquences de cette espèce d'instabilité identitaire au sens d'une identité sexuelle, instabilité identitaire dans laquelle je suis. Mais dans la dimension psychobiologique,
il y a d'autres aspects qui font le bonheur d'un certain nombre de métiers, d'un certain nombre de corporations, notamment les laboratoires pharmaceutiques. Il n'y a allusion à aucune vertu militaire, donc c'est mon rapport à mon corps, mais cette fois-ci, est-ce que j'assume mon corps? Est-ce que je me trouve petit, grand, trop grand? Est-ce que je me trouve conforme à la norme? Qui a défini la norme? C'est pas précis, etc. Donc si je ne suis pas bien dans mon corps, évidemment, ma confiance en moi ne sera pas au niveau, et donc la façon de m'affirmer avec un corps que je n'assume que partiellement, eh bien, ça sera forcément, ça aura des conséquences sur la manière dont je vais m'affirmer. Alors, les psychologues, qui, comme beaucoup de corporations, aiment bien inventer des mots. Alors, j'ai appris un nouveau mot en travaillant sur cet exposé. Je l'entends pour la première fois. La dysmorphophobie. Dysmorphophobie. Alors, je vais essayer de le redire. Dysmorphophobie. Phophobie, ça se devient de fois. Alors, le dysmorphophobie, je ne pas parce que je vois que j'arrive pas à le prononcer. Alors, donc, dysfonctionnement. Alors, si on décompose, c'est je suis dans un rapport dysfonctionnel avec mon corps, et comme je suis dans un rapport dysfonctionnel avec mon corps, et bien, il provoque des phénomènes de phobie, c'est-à-dire mon corps ne fait peur, ne plaît pas, ne l'assume pas. Et partant de là, je ne pourrais pas me regarder dans un miroir, je ne supporterai pas mon image, et encore moins d'être regardé. Car chacun des regards que l'humanité pourrait me porter sera vécu par moi comme une critique. Chaque regard me dira « tu es trop grand, trop maigre, trop gros, trop blond, trop roux, etc. » Chacun de ces regards. Et puis aussi, ce que tu évoquais, complètement vrai, la famille dans laquelle on a évolué, les parents, et je ne veux pas du tout faire le procès des parents qui ont, je vais estimer que les parents font et ont fait tout ce qu'ils pouvaient, avec un certain pourcentage d'erreurs. Et c'est vrai que si on a affaire à une famille, tu l'évoquais tout à l'heure, qui a tendance à se plaindre, à se trouver trop pauvre, à se trouver mal aimé, à se trouver appartenir à un groupe social défavorisé. Donc l'auto-dévalorisation, on l'entretient. Et il suffit qu'on soit dévalorisé par un tiers, un père ou un grand frère, qui nous disent qu'il sera ce qu'on appelle en analyse transactionnelle un parent punitif, qui va dire « tu devrais faire du sport, tu es trop gros ». Tu n'arrives pas à réussir tes compétitions parce que tu as trop de kilos, tu as trop de graisse à trimballer. Et à l'école, nos petits camarades nous traiteront de gros plein de soupe, de gros plein de graisse, etc. Tout un tas de petits noms sympathiques, mais qui vont nous poursuivre certainement tout au long de notre vie. Tu as donc tout à fait raison de l'avoir évoqué. La dysmorphophobie. Oui, bon. Je ne me suis pas entraîné, mais t'es gentil. Là, il vient de m'envoyer ce qu'on appelle en analyse transactionnelle un stroke positif. C'est-à-dire qu'en public, il vient de me dire bravo. Voilà, en fait, une petite cuillerée de miel qui va, moi, m'encourager éventuellement à me relancer dans l'apprentissage de nouveaux mots. Mais je t'ai volé la parole, je te la rends, non, je continue. Alors, puisque tu m'as donné cette possibilité, je parlais de l'analyse transactionnelle. Vous la connaissez très certainement. Le mot fait un peu savant. En fait, on part du principe que tout échange entre deux individus, est aussi court soit-il cet échange, est une transaction. Et analyse transactionnelle, tout simplement une méthode qui se propose d'analyser cet échange entre deux individus. Là, on a eu un échange tout à fait positif avec Athéna. Il m'a dit, c'est tout à fait ça, moi, c'est un échange qui est positif, un stroke positif. Mais il y a aussi des échanges qui le sont beaucoup moins. Et au travers de ces échanges, on a déterminé qu'il y avait un certain nombre d'états, qui sont des états psychologiques, qui n'ont rien à voir avec notre âge. Il y a l'état parent, qui va se diviser entre le parent censeur, le parent punitif, et d'un autre côté, le parent nourricier, le parent gratifiant. Si Adela, en disant c'est très bien, il ne m'a pas dit ça, mais je l'ai vécu comme tel, c'est très bien ce que tu fais, il est parent gratifiant, et c'est bien. Mais Adela pourrait me dire, écoute, n'utilise pas
ce terme sans être sûr de son sens. Alors il sera peut-être un peu plus normatif. Un peu plus normatif.